Bonjour à vous tous et merci d'être là. Il est donc 10 heures passées de quelques minutes. Donc, vu notre programme chargé, je démarre le webinaire sur l'usage des listes ou des fichiers impayés. Vaste sujet qui va être débattu, ou du moins présenté, avec un certain nombre de partenaires ici présents et connectés que je vais vous présenter. Voilà, donc merci beaucoup. Vous êtes très nombreux à vous être connectés. Je vous remercie de bien vouloir couper vos micros, vos caméras, pardon, mais on aura l'occasion donc lors de la dernière séquence d'échange de rallumer les micros et les caméras. Mais évidemment, là, on va être assez concentré sur les éléments de présentation qu'on va vous donner à étudier. Et puis, donc voilà, merci de couper vos micros, vos caméras. Sachez que ce webinaire est enregistré. Donc, on vous donnera le lien, mais il sera sur le site du rappel et aussi sur le site de l'ONPE. On fera un lien vers le site du rappel. Et puis, à la fin de cette séquence, effectivement, on aura un espace d'échange dédié aux questions. Et Lise-Marie Dambrine, qui est chargée de mission à l'ONPE, va prendre en note de toutes vos questions qui seront dans le chat. Et donc, je vous remercie de noter vos noms, prénoms et organismes avant de poser la question pour faciliter la compréhension de la question et puis les échanges. Voilà pour les petites consignes de départ. On est donc ravis de vous accueillir. On a été nombreux à préparer ce webinaire et je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des parties prenantes qui sont partenaires de l'Observatoire national de la précarité énergétique, l'ONPE, qui est à l'initiative de ce webinaire en collaboration donc avec nos partenaires. Je vous présente ce programme que nous allons donc aborder ensemble. Je donnerai donc la parole à Caroline Keller du Médiateur national de l'énergie. Bonjour Caroline. Bonjour. On verra ensuite les différentes procédures avec nos partenaires énergéticiens. Bonjour Nathalie Douziec. Bonjour tout le monde. Bonjour Clarisse Morvandenji. Bonjour à tous. Et bonjour Florence Vercart. Bonjour à tous. Voilà, on aura donc ensuite des retours d'enquête avec Sabrina Bastard de l'UNCCS. Bonjour Sabrina. Bonjour à tous. Ensuite, on aura des retours de sondage avec Anne-Valérie Duc du Clair et co-animatrice du rappel. Bonjour Anne-Valérie. Bonjour tout le monde. Ensuite, on aura le plaisir d'accueillir pour la première fois et avec un grand plaisir donc Vincent Denis Mal, qui est au conseil départemental de l'Aisne. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Voilà, pardon. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Aurélien Breuil, qui est donc animateur du rappel et qui parlera notamment donc des suites qu'on a envisagées pour ce webinaire. Bonjour Aurélien. Bonjour tout le monde. Voilà, bon, parfait. Merci d'être tous présents. Donc, vous voyez, on est nombreux. Et c'est ça la force de l'Observatoire national de la précarité énergétique. C'est qu'on est effectivement 30 partenaires à réfléchir ensemble aux façons de mieux prévenir et de mieux lutter contre la précarité énergétique. Et c'est ainsi que nous est venue cette idée d'organiser ce webinaire lors d'un rendez-vous des partenaires. Tous les mois, on organise
un rendez-vous où l'un des 30 partenaires de l'ONPE se présente et présente ses actions en direction des ménages en pobrète énergétique. Et sur l'un d'entre eux réservé à l'Union nationale des CCAS, les intervenants ont été interpellés sur l'usage des fichiers d'impayés d'énergie. Et on a bien vu la difficulté que la personne donc, qui était en charge d'accueillir et de traiter les impayés d'énergie, on voyait bien la difficulté à utiliser ces fichiers. Bon, et on s'est dit, on tient quelque chose, là, il y a effectivement lieu de s'interroger sur la façon dont le décret qui est à l'origine de la fabrication et l'envoi de ces fichiers, pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est des questions liées au décret, aux usages, aux pratiques? Et on s'est dit que la meilleure façon d'y voir plus clair, c'était d'organiser ce webinaire aujourd'hui et de l'ouvrir à tous les intéressés. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont fait fonctionner leur réseau. Donc, vous êtes très nombreux. Et merci également, évidemment, à Aurélien et Anne-Valérie du rappel qui ont aussi visibilisé ce webinaire et permis de l'élargir. Merci à Lise-Marie et Lucie qui sont là et qui assurent la bonne connexion et le bon fonctionnement de ce webinaire. Et donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de vous préciser nos objectifs. 5 objectifs ce matin. Le premier, c'est effectivement de rappeler le cadre législatif. Qu'est-ce que c'est que ce décret qui s'impose aux fournisseurs d'énergie? Et donc, on a la spécialiste qui est avec nous, Caroline Keller, qui va nous en parler. Et on a besoin de bien comprendre le contexte législatif. Ensuite, on donnera, comme je vous l'ai dit, la parole aux fournisseurs d'énergie. Quelles sont les procédures? Qu'on comprenne bien qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Et donc, encore une fois, je tiens à remercier Sabrina Bastard qui a fait un travail auprès de l'ensemble de ces CCAS pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, qui exploitait les fichiers d'impayés d'énergie, pourquoi ça ne fonctionnait pas très bien. Et donc, elle nous fera part de ces résultats, tout comme le rappel qui a fait également un sondage auprès des membres du rappel. Et donc, on aura aussi, donc, comme je vous l'ai dit, le témoignage d'un conseil départemental. Donc, c'est intéressant de voir comment ça peut fonctionner dans certains territoires. Et tous ces éléments nous permettront donc de réfléchir, d'une part, à l'évolution des pratiques professionnelles et aussi à l'évolution des modalités réglementaires, si nécessaire, de façon à ce que l'objectif qui est fixé par ce décret, qui est donc la mesure préventive, de prendre contact avec les ménages en impayés pour traiter leurs difficultés, de façon à ce que cet objectif puisse être mis en œuvre, applicable, effectif et évidemment bénéfique pour les intéressés. Voilà, donc j'espère que c'est à peu près clair. Voilà en tout cas le process théorique. Le décret qui nous sera rappelé, il doit être appliqué par l'ensemble des fournisseurs d'énergie qui donc envoient le fichier de leurs clients en impayés aux services sociaux des CCAS et des conseils départementaux, qui soit interviennent directement auprès des personnes concernées, soit sous-traitent grâce à un partenariat avec des partenaires locaux, de façon à déléguer l'intervention. Et in fine, évidemment, l'objectif, c'est que les clients en impayés puissent être accompagnés de façon à pouvoir régler leurs impayés. Voilà, donc ça c'est le process théorique, en tout cas c'est celui qui est voulu par le décret. Et on voit bien que dans la réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Donc le décret
et on y reviendra, hein, encore une fois, on va l'éplucher ce décret, mais on voit qu'il est complexe à appliquer, que ce n'est pas l'ensemble des fournisseurs d'énergie, mais qu'il y a seulement quelques fournisseurs d'énergie qui l'appliquent et qui donc envoient ces listes au CCS. Le sondage de l'UNCAS a montré que seuls 59% des CCS reçoivent ces listes. Donc, on voit bien que déjà, il y a une déperdition. Ensuite, et qu'ensuite, il y a seulement 66% de ces 59%, donc ça fait à peu près 40%, qui les utilisent, qui les exploitent. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a des difficultés très clairement identifiées sur tout ce process, que ce soit au niveau, à tous les échelons, au niveau du décret, au niveau des fournisseurs, au niveau des CCS, et donc on voit bien l'intérêt que ce webinaire a de se dérouler ici avec les parties prenantes, c'est qu'il faut qu'on interroge chacune de ces étapes pour voir comment améliorer le fonctionnement. Alors, sans perdre plus d'une minute, je laisse la parole à Caroline Keller, qui donc est au Médiateur national de l'énergie et qui va nous dire ce que dit le décret de façon à ce qu'on y voit plus clair. Caroline. Bonjour à tous. Donc oui, concernant le décret relatif à la procédure applicable en cas d'impayé des factures d'électricité, de gaz et de chaleur, voilà, c'est un décret qui est très général, hein, il ne parle pas uniquement de cette transmission de fichiers, c'est vraiment un décret qui est fait pour dire la procédure à appliquer par les fournisseurs quand des consommateurs sont en impayés, parce que bien évidemment, avant toute intervention, que ce soit réduction de puissance ou coupure d'énergie, les fournisseurs ont l'obligation de faire des relances. Donc, une première relance pour dire que dans 15 jours, il pourra y avoir une intervention pour impayé. Il y a ensuite une deuxième relance pour redire la même chose, qui doit être fait 20 jours, dans un délai de 20 jours qu'il peut y avoir. Je laisse là-dessus pour l'instant. Voilà. Et donc, les fournisseurs doivent informer les consommateurs et à ce moment-là, ils doivent leur dire également qu'ils peuvent saisir des services sociaux et que eux ont la possibilité de transmettre les informations des consommateurs aux services sociaux, mais que les consommateurs peuvent s'y opposer s'ils le souhaitent. Donc, dès les premières relances, les fournisseurs disent aux consommateurs qu'ils peuvent s'opposer s'ils le souhaitent à la transmission de leurs coordonnées aux services sociaux. Donc, si on rentre dans le vif du sujet sur le fichier des consommateurs qui sont en impayés, donc l'article 2 du décret indique que effectivement les clients qui sont bénéficiaires du chèque énergie ou qui ont obtenu une aide FSL, eh bien leurs coordonnées peuvent être transmises aux services sociaux et qu'ils ont 8 jours pour s'y opposer. Et ce qui est dit également, c'est les informations qui peuvent être communiquées, qui sont quand même assez limitatives, hein, puisqu'il s'agit du nom, prénom, de l'adresse, de l'option tarifaire, du montant de la dette et la période de consommation correspondante. Des informations telles que le téléphone ou l'adresse mail n'y sont pas. Donc voilà. Et ce qui est aussi dit dans le décret, c'est un article un peu plus loin, c'est l'article 12. Il est également indiqué que toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises à l'occasion de leur transmission. Voilà, et que les personnes qui en ont connaissance ont l'obligation de confidentialité et également que les données ne peuvent être gardées que 4 mois. Donc ces données sont bien protégées. Voilà, c'était vraiment je voulais vraiment insister là-dessus. Donc voilà, là c'est ce qu'on a dans l'article 2 du décret. Et dans l'article 6 du décret,
il est indiqué que quand des personnes ont eu une réduction de puissance ou une interruption de leur fourniture de plus de 5 jours, eh bien, le fournisseur transmet au département et au CCAS la liste de ses clients. Et donc, il est redonné la liste des informations qui peut être donnée. Donc voilà, normalement, c'est une obligation des fournisseurs. Donc, on va voir dans la suite de la réunion que c'est une obligation normalement qui s'adresse à tous les fournisseurs, qu'a priori, voilà, à part 2-3 fournisseurs, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui le font, pourtant on a quand même voilà, près de 30 fournisseurs nationaux qui proposent des offres d'électricité ou de gaz naturel. Donc voilà, voilà le décret. N'hésitez pas tout à l'heure si vous avez des questions, soit sur le décret, soit sur son application. Merci beaucoup Caroline. Donc, effectivement, on voit bien dans l'article 6 les données, parce que ça, c'est quelque chose dont on va discuter, les données que fournissent les fournisseurs d'énergie, c'est-à-dire les noms, prénoms, adresses, options tarifaires, montant de la dette et période de consommation. Voilà les données légales. Et ça, on va interroger aussi ces données. Et vous verrez dans le support PowerPoint que dans les annexes, seront mentionnées les procédures de chacun des fournisseurs partie prenante de l'ONPE, à qui je donnerai la parole. Mais il y aura des éléments complémentaires sur ce support qui sera donc en libre service sur le site de l'ONPE et du rappel. Bon, j'y reviendrai. Donc voilà, en tout cas, merci Caroline. J'ai oublié sur la page suivante, j'ai un mot à dire. Voilà, effectivement, sur à qui s'adresse le fichier, effectivement, il y a parfois un peu des choses qui ne sont pas toujours très claires sur à qui il doit être adressé. Et notamment, c'est le deuxième bullet point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est indiqué que c'est les départements qui sont destinataires ou les CCAS, et il n'est pas du tout mentionné les métropoles. Or, elles ont une compétence en matière politique locale de l'habitat. Effectivement, ce point mériterait d'être clarifié dans le décret. Et puis ensuite, voilà, sur les informations qui sont données, effectivement, il y a le nom, prénom, l'adresse. Voilà, il y a une information, est-elle vraiment pertinente? L'option tarifaire pour l'électricité, c'est peut-être pas l'information la plus pertinente. Voilà, peut-être que d'autres informations comme l'adresse mail, même si c'est une information qui est un peu plus sensible, voire le numéro de téléphone pourrait être ajouté. Voilà. Et effectivement, le dernier point, c'est que les fournisseurs ont l'obligation théorique d'envoyer ces fichiers. Voilà. En revanche, les services sociaux n'ont pas l'obligation de les utiliser, mais ils ont le droit de les utiliser. Je crois que vraiment, on le verra par la suite, mais de ce que je comprends, il y a pas mal de services sociaux qui ne veulent pas l'utiliser pour des questions de RGPD, mais s'il y a l'obligation d'envoyer pour les fournisseurs ces informations, a priori, ce n'est pas pour qu'elles soient rangées dans un coin, c'est pour qu'elles soient utilisées. Voilà. Parfait. Donc, on voit bien, on commence à avoir quelques éléments sur la difficulté entre l'obligation, le devoir. Il n'y a pas de sanction, finalement, si on n'envoie pas les fichiers. Donc, on voit bien qu'il y a parfois des trous dans la raquette. Et pour autant, voilà, les fournisseurs d'énergie qui sont ici présents vont nous dire quelles sont les procédures qu'ils ont mises en place. Donc, je laisse la parole à Nathalie Donziec, qui est d'EDF. On a un peu d'avance sur notre timing. Et on a un peu d'avance, et plus on a d'avance, et plus on peut ensuite échanger longuement. Exactement. Alors, effectivement, peut-être en préambule, je souhaitais simplement rappeler que ces courriers de signalement qui en fait sont finalement des mails de signalement s'inscrivent donc dans le cadre réglementaire que Caroline a bien détaillé, mais également s'inscrivent finalement dans le cadre de notre politique solidarité, de contact auprès des clients en difficulté de paiement.
À titre d'illustration, les 200 conseillers solidarité ont contacté près de 150 000 clients en difficulté, donc en plus des contacts qu'ils ont quotidiennement avec les travailleurs sociaux, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment un cadre plus général. Hein. Donc si on reparle finalement de ce courrier de signalement, pour nous, il constitue vraiment un levier supplémentaire pour trouver des solutions pour les clients en difficulté. Et il s'ajoute à l'ensemble des actions qui sont menées par les pôles solidarité, donc, que je salue aujourd'hui parce que je sais qu'ils sont nombreux aussi aujourd'hui et qui font voilà, ce travail vraiment formidable avec les travailleurs sociaux sur le terrain. Concrètement, donc EDF se conforme à la réglementation en vigueur hein, pour l'envoi de 2 types de courriers de signalement. Le premier courrier, effectivement, le premier mail, c'est un mail avec la liste des clients limités depuis plus de 5 jours. Le deuxième type de mail, c'est le mail avec la liste des clients qui sont aidés, donc FSL, chèque énergie, et qui n'ont pas acquitté leur facture au bout de 30 jours après sa date d'émission. C'est-à-dire qu'on laisse 15 jours supplémentaires après la fin de paiement, de la date limite de paiement de la facture. Les données communiquées donc, sont bien celles qui sont mentionnées par le décret, hein, donc le nom et le prénom de la personne, son adresse, son code postal, sa commune, la puissance électrique du contrat, l'option tarifaire, on en parlait, le montant de la dette et la période de consommation considérée. Bon, on en reparlera après, effectivement, sur ces données. Concrètement, donc, les envois donc, se font majoritairement vraiment par mail, hein, avec donc 2 fichiers attachés. Un fichier PDF qui reprend vraiment la liste des clients concernés et également donc, un fichier TXT, un fichier texte, qu'il est assez facile de convertir en Excel pour ensuite trier les données en fonction, par exemple, du montant de la dette. Donc ça, c'est effectivement un outil qui peut être utilisé. Concernant la mise à jour des adresses, peut-être rappeler que donc, ce sont les correspondants solidarité qui sont sur le territoire, qui font remonter les éventuelles erreurs d'adresse ou des compléments d'adresse. Et puis, une fois par an, effectivement, un fichier global est envoyé aux régions pour une mise à jour de ces adresses qui sont revenues en non distribuées. Donc, globalement, on arrive à maintenir les adresses mail à jour. Et parce qu'il y a eu aussi un gros travail de fait il y a quelques années, suite effectivement à la volonté de mettre des adresses génériques au nom du CCAS ou du département et non plus des adresses un peu personnelles, de façon un peu à sécuriser effectivement le traitement de ces fichiers. Donc voilà, donc en conclusion, le GT qu'on a mené tous ensemble était vraiment très, très riche, effectivement, de partage. Et vous allez entendre le témoignage, justement, du conseil départemental de l'Aisne, qui a un usage plutôt intéressant de ces fichiers. Et donc, voilà, tout l'intérêt, c'est vraiment de voir comment on peut s'emparer de ces fichiers, comment on peut les utiliser. Donc, j'espère que, effectivement, ce groupe de travail permettra d'aboutir à des évolutions. Merci, merci beaucoup pour Nathalie pour cette présentation. Petite question de Claire Daumier. La fréquence d'envoi des fichiers. Quelle fréquence de l'eau, pardon, au oui, fil de l'eau. Précisé, ouais, c'est au fil de l'eau, effectivement. Ah oui, d'accord. Bon, ça c'est aussi un autre point sensible. Bon, c'est bien, on recense tous les petits points qu'on mettra en discussion. Merci beaucoup pour cette présentation d'EDF. Et donc, je laisse désormais la parole à Clarisse Morvan, qui représente Engie. Clarisse. Donc, rebonjour à tous. Alors, effectivement, je vais vous présenter les procédures qui sont mises en place par Engie, donc dans le cadre du décret sur les impayés. Pour autant, je tiens à préciser que ça, ce sont des démarches qui arrivent au bout d'un certain temps. Hein, et au préalable, on a mené un certain nombre d'actions vers nos clients dès le premier impayé. Nous rentrons en contact avec nos clients à 10 reprises
que ce soit au maximum, hein, 10 reprises, ça peut être moins, bien évidemment, si on arrive à les joindre, que ce soit par mail, par SMS, par téléphone, dès lors qu'ils sont en impayé, pour justement, essayer de trouver une solution pour régler l'impayé, leur présenter tous les recours possibles pour les aider à trouver une solution à cet impayé, hein, que ce soit par le biais de délais de paiement, recours aux aides, chèque énergie, fonds solidarité logement, etc. Donc ça, ce sont quand même toutes les démarches préalables qu'on fait. Donc je rappelle, 10 contacts maximum, hein, mais voilà, c'est ce qu'on fixe à nos conseillers pour entrer en contact avec nos clients. Ensuite, on arrive vraiment dans le décret en lui-même, et donc à ce moment-là, eh bien, nous avons 2 envois distincts vers nos clients. Donc, le premier, hein, comme Caroline l'a dit tout à l'heure, dans le respect du décret, c'est que si les clients ne s'opposent pas à ce qu'on adresse, en fait, un certain nombre d'informations aux destinataires précisés dans le décret, eh bien, on va le faire. Et donc, les informations qu'on transmet sont celles que vous voyez affichées. Hein, donc, tout ce qui concerne les informations postales, domiciliation du client, bien évidemment, on a la référence, hein, ce qu'on appelle le BP, sauf parce que sinon, on ne peut pas effectivement le rattacher à un contrat. On a le montant dû, la date de la dette, parce que c'est aussi important. Est-ce que c'est une dette récente ou est-ce que c'est quelque chose qui effectivement dure depuis un certain temps, le type de l'énergie qui est concerné, et puis l'option tarifaire pour l'électricité. Deuxième envoi, c'est la liste des clients qui sont en limitation de puissance à J+5. Donc, bien évidemment, si c'est un compteur communicant, on a toujours les mêmes informations, hein, que les précédentes, à laquelle on rajoute bien évidemment la date de la limitation de puissance. Point à noter, c'est que ce fichier-là, ainsi que c'est noté, hein, c'est adressé par courriel. Donc, bien évidemment, ça repose sur l'exactitude des adresses mail. Il faut que ce soit des adresses qui soient plutôt génériques et pas personnelles. Alors, c'est vrai que on travaille avec des fichiers qui peuvent être un peu anciens et sur lesquels eh bien, des personnes ont donné leur adresse personnelle, elles ne sont plus là, elles sont parties, et ben, finalement l'adresse elle n'arrive à personne, hein, donc forcément c'est pas traité. C'est le premier point. Deuxième point, et on y viendra sûrement avec Sabrina, c'est que on a en fait un dispositif qui fait que si un mail qu'on adresse n'est pas ouvert pendant les 2 envois qu'on a adressés, on part du principe dans notre SI que l'adresse n'est pas correcte. Et donc, on la supprime. Enfin, on n'envoie plus en tout cas nos fichiers à cette adresse. Pour autant, si une adresse est correcte, mais que pour X raisons, le fichier n'est pas traité, parce que manque de temps, parce que ceci, cela, et ben on va partir du principe que ce n'est pas bon, on n'adressera plus. Voilà. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Alors, c'est peut-être des évolutions que nous aussi, on doit conduire. Mais voilà, tout ça pour rajouter un peu de matière au débat de tout à l'heure. Donc, le fichier est adressé au fil de l'eau. Donc, chaque jour, il y a des fichiers qui partent en format PDF. Et puis, donc, la liste des adresses mail est renseignée par action proactive, que ce soit de notre fait ou de celui des travailleurs sociaux, etc. Voilà. Très bien, merci Clarisse. Voilà qui est peut-être plus clair pour certains d'entre vous. Donc effectivement, on a également Total Énergie parmi nos partenaires, et donc on est ravis de laisser la parole à Florence qui va nous présenter la procédure de Total Énergie. Alors, arrivé plus tard sur le marché de l'énergie, on s'est conformé pour une mise en place en 2018 de la liste d'informations de nos clients qui présentent une situation d'impayé. Cette liste, elle est transmise tous les mois, tous les fins de mois, après le 20 du mois, hein, à tous les présidents des conseils départementaux de France.
Et en parallèle, on s'est rendu compte de façon, enfin à la suite des échanges avec les départements, que nous devions mettre aussi à disposition une liste de manières dématérialisées. Donc du coup, nous l'avons aussi à disposition sous format Excel, de façon à pouvoir l'exploiter. Aussi, donc, concernant le refus du client, le client a bien entendu la possibilité de s'opposer à la transmission de cette liste. Ces informations, elles apparaissent dans nos courriers de relance, qui permet au client de le savoir et de nous le faire savoir. Voilà, nos mécanismes, ils sont bien présents dans nos courriers de relance. La liste, elle est simple. On y a mis le nom, le prénom, l'adresse de facturation, l'option tarifaire pour l'électricité, le montant de l'impayé et la date depuis l'impayé client. Voilà, donc oui, la deuxième liste, elle n'est pas en production. On s'y attelle. Voilà, de façon à pouvoir également transmettre la deuxième liste. La deuxième liste, c'est-à-dire Les clients qui ont 5 jours d'interruption de fourniture. D'accord. Donc ça, pour l'instant, ça n'existe pas encore, mais ça va venir. Oui, voilà. Ok. C'est en route. En route. C'est en cours. Voilà. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Florence. Donc voilà pour les fournisseurs d'énergie. Si on synthétise un petit peu, en tout cas ce qu'on a entendu de la part des fournisseurs d'énergie, donc effectivement, et vous allez nous le dire, et on va l'entendre par les retours d'enquête, on voit bien que la liste des contacts, les listes des contacts, elles ne sont pas mutualisées. Chaque fournisseur essaye comme il peut, avec ses moyens, de récupérer les contacts, aussi bien les contacts des services sociaux, contacts clients. Et parfois, donc, il y a des difficultés à actualiser ces contacts et ces adresses. Donc ça, c'est vrai que c'est une difficulté que les agents des services sociaux peuvent également constater. D'autant qu'effectivement, chaque fournisseur d'énergie, on voit bien, a ses propres outils. Engie Solidarité a développé un outil interactif, par exemple, et on voit bien que Total, qui est arrivé plus récemment sur le marché, est en train de mettre en place une deuxième procédure. Et on voit bien que, comme l'a dit Caroline, il y a 30 fournisseurs nationaux et il y a peut-être qu'une poignée de fournisseurs qui appliquent ce décret. Et parce qu'effectivement, toutes ces procédures ont un coût. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait les fournisseurs, on va regarder du côté des services sociaux pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On est un peu dans une enquête qu'on mène avec vous. Donc, on a essayé de voir... on a essayé donc, on a même réussi à faire un constat grâce à l'enquête menée par l'UNCAS et le rappel, mais qui reviendront plus en détail. On a essayé donc de synthétiser, en tout cas, 5 points récurrents qui ont été identifiés par les services sociaux comme étant problématiques, avec en face de chacun de ces problèmes des pistes ou des besoins ou une façon donc d'améliorer la difficulté, enfin en tout cas une piste de réflexion. Alors, et Claire Baumier d'Enedis l'a bien dit, il y a la question de l'envoi des fichiers qui est effectivement parfois une difficulté. Parce que l'envoi peut être trop fréquent au fil de l'eau. On voit bien que ça peut être un peu massif comme envoi. Ça, c'est une première chose. Il y a des risques de... Enfin, il y a parfois une confusion
entre le département et le CCS. On voit bien que le décret mentionne les deux, c'est-à-dire que c'est d'abord les services sociaux municipaux et le cas échéant, c'est l'inverse, pardon, donc c'est d'abord les services sociaux du département et le cas échéant de la commune. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément très évident de savoir à qui l'envoyer. Il y a des questions d'adresse et de nom, donc ça on l'a également mentionné. Donc ce qui paraît nécessaire, c'est un contact, un lien entre les fournisseurs d'énergie et les services sociaux, parce qu'effectivement, il y a besoin de mettre à jour, d'actualiser les adresses, les noms, et peut-être revoir la question de la fréquence. Mais ça, on y reviendra, parce que ça relève là aussi peut-être des modifications qui peuvent être apportées dans un cadre un peu plus réglementaire. Le deuxième point, c'est les formats des fichiers. Donc, vous l'avez vu là aussi, c'est vraiment intéressant, c'est que ces formats, finalement, le format des fichiers relève de chaque pratique des fournisseurs. Donc, certains le font en texte, d'autres en PDF, ou les deux, ou fichier Excel. Et donc, il n'y a pas de standardisation ni d'harmonisation du fichier qui est envoyé. Donc ça pose une première difficulté. C'est le traitement de ces fichiers quand il n'est pas sous le même format. Parfois, ces fichiers sont illisibles ou inexploitables et demandent un travail d'identification manuelle des adresses ou de rectification des adresses, des noms, etc. Il y a d'autres problèmes que vous avez identifiés. C'est aussi effectivement le montant de la dette. Le montant c'est-à-dire que dans ces fichiers, il n'y a pas forcément de seuil sur le montant de la dette, c'est-à-dire que c'est tout montant de dette confondu. Il n'y a pas de tri possible. Et ça, c'est vrai que ça demanderait peut-être un fichier en format Excel avec des filtres pour faire des tris sur les données et peut-être pour pouvoir prioriser en fonction du montant de la dette ou du délai de la dette ou du type de bénéficiaire. Enfin, voilà, après, il y a des arbitrages sans doute qui peuvent être faits quand on a les informations. Le type de données, donc il n'y a pas d'adresse. L'adresse est parfois imprécise. Il manque des précisions sur le bâtiment, sur l'étage. Il manque des informations pour savoir si la personne est bénéficiaire du chèque énergie, si elle a bénéficié du FSL. Il n'y a pas d'informations sur ses ressources, sur la qualité thermique de son logement. Et il n'y a pas d'informations sur l'antériorité des dettes. Voilà. Ça, c'est des choses qui, et encore une fois, je laisserai Sabrina Bastard en parler plus précisément, mais effectivement, c'est des informations qui ne sont pas demandées sur le plan réglementaire, comme l'a rappelé Caroline, et donc effectivement, elles ne sont pas transmises et elles ne permettent pas d'identifier des publics qui pourraient être prioritaires. Donc, il y a une demande d'informations plus complète. Il y a également la question de la durée de l'impayé. On voit bien certains fournisseurs le mentionnent, d'autres pas. Et puis, la question du niveau de revenu, on voit bien que ça, c'est des informations qui n'appartiennent pas aux fournisseurs d'énergie. Le statut d'occupation non plus. Évidemment, le DPE non plus. Or, ce sont des informations qui permettraient, si elles étaient recoupées avec ces fichiers, de pouvoir orienter peut-être les propriétaires à revenus modestes vers des opérateurs habitat pour qu'ils puissent envisager peut-être des travaux à condition de visite préalable par des thermiciens. Enfin voilà, il y a une réflexion qui pourrait être menée. Donc, je l'ai dit, hein, ça peut être très chronophage de recevoir de façon massive tous ces courriers, surtout quand on n'a pas forcément en interne les ressources, c'est-à-dire les ETP suffisantes, que ça nécessite donc un temps de mise sous pli qui n'est pas prévu.
dans ses journées. Donc, c'est des ressources supplémentaires qui sont… Voilà, ça implique des ressources et du temps, évidemment, de traitement supplémentaire. Et puis, effectivement, quelle solution une fois qu'on les a identifiés, qu'est-ce qu'on met en place? Et là, il y a un certain nombre de propositions, on y reviendra, mais je les ai mentionnées dans ce document. Donc, effectivement, peut-être l'envoi d'un courrier adapté. Et ça, encore une fois, adapté, il faudra qu'on précise qu'est-ce que ça veut dire adapté, qui serait adressé par tous les fournisseurs avec un certain nombre d'éléments. Aide FSL, adresse CCS, visite à domicile, diagnostic socio-thermique, socio-technique, SLIM, voilà. Est-ce que ça peut être recoupé ou pas par d'autres fichiers? C'est des questions qui pourraient être posées. Et en tout cas, on voit bien l'intérêt pour certaines communes de croiser avec d'autres données locales pour identifier des ménages qui présenteraient de fortes vulnérabilités et leur apporter peut-être des aides à l'enfance, des aides à la cantine, etc., etc. Donc, c'est un fichier qui a quand même un intérêt très important quand il permet d'aller un peu plus loin que les seules informations qui sont disponibles pour certaines communes. Et ça, c'est quelque chose qui sera donc rapporté notamment, encore une fois, hein, par le conseil départemental de l'Aisne. Voilà, la question RGPD, Caroline l'a également rappelé, et ainsi que l'ensemble des fournisseurs d'énergie. Hein. Y a ce délai qui est mentionné et qui fait état de la possibilité pour le client de ne pas communiquer ses données. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi remonté par les agents des services sociaux, c'est cette responsabilité sur la confidentialité de ces données. Et donc, il y a un besoin exprimé, peut-être, de conforter, confirmer que cette confidentialité est bien garantie, que le RGPD est bien respecté, que les clients sont bien avertis en amont de la procédure, de façon à ce que les services sociaux soient assurés finalement d'un retour positif et pas de contacts qui pourraient être un peu plus délicats. Caroline, tu voulais… Je voulais juste insister sur le fait que, effectivement, des CCAS demandent la garantie de la confidentialité, le respect du RGPD, qu'il faudra avertir le client. Et c'est juste pour dire que oui, ils sont avertis, les fournisseurs ont l'obligation de le faire. Donc, ils peuvent vraiment utiliser ces données. C'est vraiment, voilà, pour dire que c'est vraiment dommage si ce n'est pas utilisé à cause du RGPD, pas à cause, hein, mais le RGPD c'est très bien, mais là il est respecté, donc les données peuvent être utilisées. Et puis du coup j'ai revérifié pour les histoires effectivement au fil de l'eau, de l'envoi des données, quand les consommateurs sont coupés ou réduits en puissance pendant 5 jours, une fois qu'ils sont prévenus, ils ont 8 jours pour s'opposer et le fournisseur doit faire la transmission le lendemain de ces 8 jours. Donc, c'est vraiment au fil de l'eau pour ceux qui sont coupés. Et c'est normal, puisque être coupé, c'est quand même… Voilà. L'autre fichier, il n'y a pas de date dans le décret, mais par contre, pour les personnes qui sont coupées, c'est… voilà, le lendemain. C'est 8 jours plus 1. Donc, ça permet la réactivité de ces situations qui peuvent être dramatiques, évidemment. Parfait. Alors, justement, je vais laisser la parole à Sabrina Bastard qui a mené une enquête auprès des CCAS sur ces pratiques d'utilisation de ces fichiers. Merci Sabrina, je te laisse intervenir. Merci Isole. Donc effectivement, plusieurs constats partagés côté CCS. Alors, on dit constats services sociaux, mais je parlerai pour le coup que du cas des CCS, même si je pense que pour les départements, la réponse pourra être plus ou moins la même, étant donné que sur l'énergie, comme pour les autres sujets, le CCS a l'habitude de travailler en binôme avec le conseil départemental.
Et sur cette forme de précarité, la répartition varie d'un territoire à l'autre, c'est-à-dire que pour le traitement spécifique des impayés, il se peut que ce soit uniquement le département qui recense les foyers, donc qui reçoivent les pistes, et qui recense les foyers en impayés et qui mettent en place des actions en collaboration avec le CCS. Donc dans ce cas de figure, le CCS, il agit en aval, soit le CCS et le département traitent chacun les listes parce qu'ils en sont tous les deux destinataires. Voilà, il y a plusieurs cas de figure, il y a une répartition assez différente d'un CCS à l'autre, d'un territoire à l'autre. Et donc, on a identifié 3 niveaux sur ces listes impayées, à la fois la non-réception, la non-utilisation. Et pour la non-réception, j'ai vu déjà quelques questions dans le chat. Et puis, un troisième niveau, c'est plutôt la difficulté ou la nécessité d'optimiser l'utilisation. Et là, on est plutôt sur de l'échange ou un besoin de bonnes pratiques. Et justement, en parlant de bonnes pratiques, en 2022, l'UNCAS avait mené une enquête sur environ 100 CCAS pour connaître leurs pratiques en termes de lutte contre la précarité énergétique. Et donc, sur la question spécifique des impayés, on a voulu savoir combien de CCS utilisaient ces fichiers. Donc, Isole le disait en introduction, mais on a vu que un peu plus des 3 quarts des répondants ont déclaré connaître ces listes. Et sur ces 3 quarts, il y a plus de 60% de l'échantillon qui reçoivent ces listes. Et parmi ces 60%, il y a 2 tiers, donc 66%, qui les utilisent. Et le tiers restant ne sait pas comment les utiliser. Donc, hier, d'ailleurs, j'ai reçu une question encore juridique d'un adhérent qui voulait savoir si la loi les autorisait à utiliser ces listes et s'il y avait une obligation de contacter les personnes concernées avec toutes les limites de l'exercice, notamment la question RGPD qui est assez bloquante pour les CCS. Hein. Caroline et Isolde l'ont évoqué à l'instant. Ça illustre bien la non-compréhension et la non-appropriation certaines fois du décret par les CCS. Alors pour X raisons, hein, ils ne les reçoivent pas, donc forcément, ils ne peuvent pas deviner l'existence de ces listes. On a vu aussi que côté fournisseur, il y avait de grosses difficultés à envoyer ces listes à cause du manque d'adresses génériques du côté CCS, parce qu'il y a du turnover, parce que les adresses génériques, on a trouvé que c'était un bon compromis par rapport aux adresses nominatives pour disons, ne pas perdre un maximum de CCS et donc pouvoir les transmettre à un plus grand nombre. Donc voilà, en tout cas, ça fait à peu près 40% des sondés qui reçoivent ces listes. Et juste, je tiens à préciser que ces chiffres sont à prendre avec précaution parce qu'on reste quand même sur un échantillon de 100 CCS. Ce n'est pas représentatif du réseau parce qu'il y a à peu près 14 000 CCS et CIAS en France. Mais ça donne un bon indicateur, en tout cas un indicateur suffisant qui permet de corroborer les faits du terrain et les précédentes interventions, ce qui reste quand même assez problématique en termes de pourcentage au regard du décret 2008 et de toutes ces obligations. Donc, par rapport à l'efficacité aussi de l'utilisation de ces listes en termes de prévention, étalement de la dette, règlement de l'impayé, disons qu'avec ces listes, l'action du CCS, elle est plutôt curative parce que la personne, elle est déjà en impayé. Alors, sur le volet préventif, par contre, avec l'utilisation de ces listes, on serait plutôt sur éviter de plus gros impayés ou faire en sorte que ça ne devienne pas récurrent parce que côté fournisseur, il n'y a pas ce travail social qui peut être fait, il n'y a pas de visibilité sur les années précédentes. Et donc, c'est au CCS, justement, avec la réception de ces listes, de pouvoir établir ce diagnostic. Éviter aussi, donc sur toujours le volet préventif avec l'utilisation de ces listes, éviter que la personne avec un cumul d'autres impayés, hein, parce que la précarité énergétique, elle découle aussi d'une autre forme de précarité un peu plus grande, que la personne ne se retrouve pas à réaliser un dossier de surendettement. Donc voilà, le volet préventif avec ces listes, il se fait plutôt à ce niveau-là. Après, l'efficacité, elle peut être avérée que si il y a un travail conjoint entre les acteurs locaux. On l'a vu, le travail de binôme entre les correspondants de solidarité, donc au niveau local, et les CCS, qui se fait naturellement, du moins avec les 3 fournisseurs qui coaniment ce webinaire. D'ailleurs, l'échantillon de répondants a déclaré que 98% de ces listes reçues émanaient des principaux fournisseurs d'énergie français, que sont Engie, EDF et Total Energy. Donc, il y a la difficulté pour ces fournisseurs, donc on l'a vu de pouvoir envoyer ces listes, les CCS de pouvoir les utiliser, et puis surtout, puisqu'en France, on a à peu près 40 fournisseurs d'énergie et que tous les usagers ne sont pas forcément chez ces 3 fournisseurs, la difficulté de pouvoir accompagner tout le reste de l'échantillon des personnes en situation de précarité énergétique en France. Et le complément, il se fait aussi avec les aides facultatives.
énergie que les CCS proposent. Le CCS, il peut même se substituer à l'usager pour l'apurement de la dette quand il voit que le problème est conjoncturel. Par contre, quand il est structurel, on va plutôt sur de l'accompagnement beaucoup plus poussé. Et juste une petite parenthèse aussi, on a voulu voir un petit peu dans l'enquête par rapport à l'accompagnement. Ces listes, en fait, ce sont de véritables portes d'entrée de diagnostic et de règlement de ces problématiques, ou du moins d'une partie liée à la précarité énergétique. On a demandé aux sondés quel était le taux de sortie de ces impayés et surtout comment il était évalué. Et on a obtenu plusieurs réponses. À la fois, le CCS estime que la personne a réglé sa problématique, du moins une problématique conjoncturelle parce qu'il y a une meilleure gestion budgétaire, parce qu'il y a eu un accompagnement poussé sur 6 mois à 18 mois en général. Il y a une meilleure consommation de l'énergie, grâce aux ateliers éco-gestes notamment, qui peuvent être organisés par le CCS ou conjointement avec les fournisseurs d'énergie ou d'autres acteurs locaux, hein. Fin de la dette ou fin de la payer parce que c'est un problème conjoncturel. La personne arrête aussi de demander des aides récurrentes au CCS. Et puis après, il y a aussi le changement de situation de la personne. La personne a un emploi stable ou elle a accès à un logement autonome. Voilà. Donc, on voulait vraiment voir aussi toutes tout ce que ces listes pouvaient, que l'utilisation indirecte aussi de ces listes pouvait créer. Sur la mise en place du suivi des ménages par rapport à ces listes ou la performance énergétique, comment étudier aussi la performance énergétique. Alors, ces listes, elles sont utilisées dans un premier temps pour proposer un accompagnement global. Et je vous disais tout à l'heure que ces listes impayées, c'était des portes d'entrée pour connaître la situation financière de l'usager. Et donc, elle permet de détecter d'où viennent le problème. Et on remarque qu'outre les moyens financiers insuffisants, la mauvaise gestion budgétaire, elle apparaît comme le deuxième motif impayé. Et donc, il y a un accompagnement budgétaire qui est fait, et si possible, dans le cadre des points conseil budget. Donc, ce sont, pour ceux qui ne le savent pas, des structures qui permettent d'accompagner les personnes en situation de précarité financière. Et quand le CCS n'est pas labellisé, il réoriente vers un PCB au niveau local. C'est d'ailleurs un point de départ du dispositif expérimental aide-budget sur lequel les fournisseurs d'énergie, les bailleurs sociaux, les établissements de crédit et les CCS sont embarqués. Alors, il y a également la possibilité, avec ces listes impayées, de pouvoir les croiser avec les listes des bénéficiaires des aides légales, donc des aides de la CAF, parce que les CCS disposent de conventions de services, on les appelle comme ça, donc avec les CAF référentes de leur département, donc ont accès à des comptes partenaires, donc ce qu'on appelle CDAP, et qui permet d'avoir différents niveaux d'habilitation pour connaître la situation de la personne et pouvoir au mieux l'accompagner. Donc voilà, ça c'était aussi une possibilité, c'est une possibilité sur le terrain pour l'utilisation de ces listes. Et en ce qui concerne le diagnostic de précarité énergétique, alors la mission a enjeu pour les CCS parce que c'est finalement assez compliqué de sensibiliser à la rénovation énergétique étant donné que la cible CCS, ça n'est pas toujours le propriétaire. Donc le propriétaire est difficile à identifier, on est plutôt sur des locataires. Donc à défaut, je le disais tout à l'heure brièvement, mais vous avez des ateliers éco-gestes qui sont organisés par les CCS ou en partenariat pour maîtriser l'énergie, justement pour réduire la facture et éviter au maximum d'arriver aux situations d'impayés. Donc voilà, vous voyez, on reboucle la boucle. Et sur l'adaptation, enfin la réponse CCS est-elle toujours adaptée? Alors ça serait quand même assez prétentieux de formuler les choses ainsi, et de dire que la réponse est toujours adaptée parce que ça dépend des contextes, ça dépend des montants des dettes, de la récurrence des dettes. Et on l'a vu précédemment, le travail collaboratif, il est primordial, hein. C'est pour ça qu'on est autant d'acteurs différents autour de la table et de l'écran. La réponse, disons qu'elle serait adaptée si elle s'inscrit dans une action plus large que le simple spectre du CCS. Et par exemple, pour les dettes qui sont beaucoup trop importantes, avec beaucoup de crédits non remboursés, la Banque de France, elle est la plus adaptée, donc avec dossier de surendettement. Sachant, et pour terminer mon propos, le CCS apporte un soutien aux aides légales, une réponse plus personnalisée que les aides légales qui sont plus d'ordre général, que ce soit de manière complémentaire, si le client est aidé, donc s'il a le chèque énergie par exemple, soit de manière subsidiaire si le client n'est pas aidé.
Parfait. Merci beaucoup Sabrina pour ces réponses à ces 4 questions. Je vais laisser la parole ensuite à Anne-Valérie Duc qui va nous parler du sondage qu'elle a mené, enfin, que le rappel a soumis à ses membres. Et donc, voilà, Valérie, je te laisse la parole. Très bien, merci. Oui, donc on rappelle, donc nous, on a souhaité questionner les acteurs de terrain pour savoir s'ils avaient connaissance des fichiers de clients impayés et puis pour connaître aussi les usages et identifier les bonnes pratiques. On a donc envoyé un sondage aux membres du rappel, donc le rappel qui est donc le réseau des acteurs contre la pauvreté et la précarité énergétique dans le logement. Et ce sondage a aussi été envoyé aux parties prenantes des SLIM, donc le SLIM qui est un programme de lutte contre la précarité énergétique. Donc on a reçu 43 réponses, dont 24 services sociaux et aussi 19 autres types de structures ou services, donc essentiellement des associations et collectivités. Bon, ça se recoupe avec l'enquête là auprès des CCS. Mais donc, les services sociaux avaient bien connaissance de ces listes et 20 répondants sur 24 recevaient bien les fichiers. Et ce qu'on retrouve aussi, c'est que parmi ceux qui reçoivent les listes proviennent en majorité d'EDF et également aussi un peu de Total Energy et d'Engie. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que la fréquence de réception des fichiers est très différente d'une structure à une autre. Ça dépend aussi des fournisseurs, donc ça va de plusieurs fois par semaine à une fois par semestre. Donc c'est vrai que ça peut poser des difficultés, soit justement d'en avoir trop à traiter, soit justement que une fois par semestre, c'est la question aussi de la validité des informations. Si un impayé date d'il y a 5 ou 6 mois, il est peut-être un petit peu tard pour réagir. Et donc, dans l'usage des listes, parmi les 20 services qui sont destinataires des listes, 11 les utilisent. Donc, on a pu avoir un petit peu de matière aussi pour voir ce qui se faisait sur le terrain. Isole, je veux bien que tu passes à la diapo suivante. Donc, à travers le sondage, on a pu voir parmi les retours d'expérience qu'il y avait plusieurs manières d'utiliser ces listes pour toucher les ménages en impayés. Donc, on a un premier scénario où le service social donc, qui réceptionne les fichiers contacte directement le ménage, donc soit par courrier ou par téléphone. Les pratiques sont un petit peu différentes. Et donc il contacte le ménage pour lui faire connaître les dispositifs d'accompagnement existants. Et donc, à partir de là, le ménage est libre de revenir vers le service social pour être accompagné ou de se tourner vers un dispositif existant comme le SLIM, par exemple, qui existe sur le territoire. On a un autre scénario où un acteur local, autre qu'un service social, est destinataire de la liste des ménages en impayés, donc dans le cadre de partenariat. Et donc, cet acteur exploite ces listes pour repérer les ménages en précarité énergétique qui auraient besoin d'un accompagnement. Donc, dans les cas observés, il s'agissait essentiellement d'opérateurs SLIM. Et dans ces cas-là, l'acteur local envoie un courrier au ménage pour lui proposer d'être accompagné dans le cadre du dispositif en question. Isa, je veux bien que tu passes à la diapo suivante. Je te remercie. Donc, d'après les retours de terrain qu'on a pu avoir, l'utilisation des listes peut donner des résultats intéressants, mais il y a un souhait d'améliorer le processus. Donc, d'un côté, c'est considéré comme une très bonne méthode de repérage qui favorise la démarche d'aller vers. Ça permet d'aller contacter des personnes qui ne sont pas forcément connues des dispositifs et de les orienter vers les dispositifs adaptés. On a eu également dans le sondage un retour sur l'utilisation de ces données dans le cadre de diagnostic de territoire. Donc voilà, ça peut aussi servir à ça. Et dans les points d'amélioration à apporter, donc il y avait le fait, tu as entendu tout à l'heure que les services sociaux ne reçoivent pas les fichiers de tous les fournisseurs, et ce que j'ai pu aussi passer dans les commentaires, dans le chat.
Donc, les données ne sont pas évidentes à exploiter, ça demande du temps, des moyens. Et il y a parfois, comme on disait aussi tout à l'heure, un décalage dans le temps, qui fait que des fois, les dettes peuvent parfois déjà être réglées, en fait. Dans les retours d'expérience, il y a également le fait qu'il y a, donc il y a eu aussi un témoignage disant qu'il y avait peu de retours par rapport au nombre de courriers envoyés aux ménages et que certains ménages réagissent mal aux courriers qui leur sont envoyés. Voilà, donc en tout cas, en conclusion, là, on peut dire que le sondage montre un réel intérêt des acteurs de terrain pour l'usage de ces listes et le souhait aussi de créer des partenariats avec les services sociaux. Voilà, du côté du rappel. Merci, merci beaucoup Anne-Valérie et Aurélien d'avoir joué le jeu et de nous donner des matériaux. On reviendra sur la façon dont on va pouvoir les exploiter. Par rapport à ces données chiffrées, je souhaitais qu'on puisse faire un complément, notamment sur le nombre de clients par fournisseur historique. Peut-être Caroline, tu pourrais Caroline Keller du Médiateur national de l'énergie, nous apporter quelques précisions. Merci. Oui, donc effectivement, on a vu que dans les données, voilà, il y a les CCAS reçoivent des fichiers d'EDF quasiment tous, enfin voilà, et un peu de Engie et de Total Energy, et a priori les autres fournisseurs, voilà, pas trop ou même pas du tout. Donc pour être positif, on va dire que si on somme les parts de marché de ces 3 fournisseurs sur les particuliers, donc ce n'est pas une donnée qui vient de nous, mais de la Commission de régulation de l'énergie, c'est à peu près 90% du marché. Et ça n'empêche que les 10% des consommateurs qui sont chez d'autres fournisseurs doivent être protégés quand même, et voilà, que ça serait bien que les autres fournisseurs le fassent. Donc, le point positif, c'est que 90% des consommateurs, normalement, s'ils sont en difficulté, les informations sont transmises au CCAS, mais ça n'empêche que pour les autres, il faudrait que ça soit fait également. Et donc, il y a 70% des clients qui sont 70%, EDF à 70% des clients électricité, c'est ça, hein? C'est le fournisseur historique, donc effectivement, aujourd'hui encore, 70% des consommateurs sont restés chez le fournisseur historique. Voilà, EDF, ça permet au tarif réglementé. Après, voilà, pour nous, les consommateurs peuvent aller chez qui ils veulent. Bien sûr. Voilà. Mais le constat aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'électricité, 70% sont chez eux. Voilà. C'était simplement pour mieux comprendre les chiffres qu'on vous donne, de façon à les objectiver le plus possible. En tout cas, voilà, on vous a fait part donc, de ce premier constat et on souhaitait que Vincent Denimal, qui est au conseil départemental, à la direction stratégie territoriale et au développement social du conseil départemental de l'Aisne, puisse nous faire un retour de bonnes pratiques. Voilà, en tout cas, ça nous intéresse de savoir comment ça fonctionne chez lui. Merci Vincent de nous faire partager votre expérience. Je vous en prie. Alors, bonne pratique, je ne sais pas, mais pratique en tout cas. Donc, je vais vous présenter effectivement ce que fait le conseil départemental dans le traitement de ces fichiers. Donc, on exploite les fichiers qui nous sont transmis par 3 fournisseurs. On l'a dit, effectivement, les fournisseurs les plus importants, EDF, Engie et Total Energy. Alors, on a eu un fournisseur qui souhaitait qu'on exploite ces fichiers de clients impayés, mais qui, en contrepartie, ne souhaitait pas conventionner avec le Fonds de solidarité pour le logement. Donc, on a décliné cette proposition. Donc, le premier point, c'est qu'effectivement, on a un flux assez important d'envoi de fichiers, notamment d'EDF, quasi quotidien, voire 2 à 3 fois par jour, avec des volumes de fichiers qui sont assez différents. Parfois, il y a 3 adresses, parfois, il y en a jusqu'à une centaine. Donc, voilà, il faut en plus retraiter ces fichiers qui, on l'a déjà dit, qui sont en format texte.
Donc, il y a une procédure pour les convertir en format Excel, mais ça prend quand même un peu de temps. Pour les autres fournisseurs, c'est un peu plus simple. On a des fichiers PDF et des fichiers Excel, donc ça va un peu plus vite. Et donc, on a un agent au niveau central, au niveau du département, qui consacre à peu près une journée par semaine au tri de ces fichiers et à l'envoi de courrier. Donc, notre procédure, en fait, on a distingué en fonction du montant de la dette le processus. Donc, pour les dettes qu'on estime un peu petites ou inférieures à 500 €, on envoie un courrier qui indique les coordonnées de l'unité territoriale d'action sociale la plus proche du domicile de l'usager. Donc, les UTAS regroupent en fait les services sociaux du département sur 6 territoires. Donc, on indique l'adresse de l'UTAS et le numéro de téléphone de l'UTAS. Et on propose aux usagers de rencontrer, si elles le souhaitent, un travailleur social. On indique aussi dans le courrier, pour éviter certaines remontées parfois désagréables, que si au moment où la personne reçoit le courrier, elle n'a plus de dette, qu'il ne faut pas en tenir compte. Mais parfois, effectivement, on a des appels de ménages qui sont surpris de recevoir ce type de courrier. Et sur le courrier, on a également rajouté un flash code qui renvoie sur le site du département de l'Aisne, le site internet du département de l'Aisne. Et avec le flash code, quand il arrive sur le site, le ménage peut vérifier son éligibilité au FCL Énergie. Donc, on a une calculette qui permet de vérifier si les ressources correspondent au quotient du FCL Énergie. Et pour les dettes inférieures à 300 €, un ménage peut faire une demande directement sur un téléservice, une demande d'aide FCL Énergie, sans passer par un travailleur social. Alors, c'est un service qui a été mis en place il y a à peu près 2 ans, mais qui est assez peu utilisé. On a eu en tout 70 demandes depuis la mise en place. Ensuite, pour les dettes supérieures à 500 €, donc là, on crée un fichier Excel qui est ensuite envoyé à chaque UTAS. Ce fichier Excel contient les coordonnées du ménage, le montant de sa dette, l'éventuelle réduction de la puissance, et puis l'indication d'un éventuel accompagnement social en cours. Donc, on vérifie dans notre logiciel métier si le ménage est actuellement ou pas suivi par un travailleur social. Ensuite, les travailleurs sociaux proposent, en fonction de la situation, donc ils estiment, puis, en fonction de ce qu'ils peuvent connaître du ménage, s'il y a nécessité ou pas de mettre à disposition leurs services. Donc voilà. Alors, ce que ça représente en volume de courrier, donc ça représente, en tout cas au niveau central, envoyé donc par l'agent qui s'occupe du traitement des fichiers, 3295 courriers en 2023. Donc 2622 pour des clients EDF, 147 pour des clients Engie et 526 pour des clients Total Énergie. Donc c'est vrai qu'on a assez peu de fichiers de clients impayés d'Engie, ce qui est un peu surprenant compte tenu de l'importance du fournisseur. Par contre, effectivement, c'est évidemment EDF qui arrive largement en tête. Ensuite, parmi les situations qui sont transmises aux UTAS, donc on a 4875 situations qui ont été transmises en 2023. Et derrière, ça a généré par les territoires 3000 mises à disposition. Alors, quel est le retour? Le retour, c'est en moyenne 10%. Pardon, Vincent, juste pardon, mise à disposition, ouais. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que ça regroupe? Alors, mise à disposition, en fait, c'est simplement l'UTAS, le travailleur social de l'UTAS, qui va envoyer un courrier au ménage pour lui indiquer que la personne peut contacter le travailleur social avec les coordonnées, adresse, numéro de téléphone, etc. Donc, c'est la même chose que ce qu'on fait au service central, mais c'est fait là au niveau du territoire. Parfait, merci. Je vous laisse poursuivre. Merci. Donc, le retour. Alors, pour être tout à fait transparent, les territoires se sont plus ou moins bien appropriés, en tout cas, la partie évaluation de ce dispositif-là. Donc, aujourd'hui, je peux dire qu'à peu près, en moyenne, on a 10% de retour des usagers.
Donc, il y a 3 territoires sur 6 qui jouent le jeu. Et en moyenne, ce qu'on a comme chiffre, c'est effectivement 10% de retour. Donc, l'idée, c'est aussi de convaincre derrière les autres territoires de jouer également le jeu. Plus précisément, une UTAS s'est particulièrement impliquée et a fait une évaluation aussi quantitative. Donc, sur 396 mises à disposition, donc c'est la plus petite UTAS du département, hein, 396 mises à disposition en 2023. On n'a aucun retour pour 270 usagers. Donc, c'est l'immense majorité des usagers qui ne donnent pas suite. On a 52 usagers qui n'habitent plus à l'adresse indiquée dans le fichier. Et on a quand même 74 usagers qui ont été reçus. Donc, pour 34 d'entre eux, un dossier FCA Énergie a été constitué. Pour 9 d'entre eux, un plan d'appurement a été mis en place avec le fournisseur d'énergie. On a pu détecter d'autres problématiques pour 4 d'entre eux et on a pu constituer des dossiers de surendettement. On a pu solliciter pour 23 d'entre eux d'autres partenaires, ça peut être la CAF, hein, ça peut être un CCS, pour des aides financières. Et puis, on a mis en place aussi 4 accompagnements sociaux liés au logement. Donc là, ça représente, je vous ai dit une moyenne de 10%, mais là, sur cette UTAS en particulier, on a 18,6% de suite donnée. Alors, effectivement, on a mis en place ce dispositif, mais on rencontre quand même des difficultés. Donc, comme on l'a dit, il y a seulement 3 fournisseurs hein, qui transmettent leurs fichiers clients. On n'a pas de contact avec d'autres fournisseurs, à part un qui avait souhaité qu'on traite, comme je l'ai dit, hein, ces fichiers, mais sans signer de convention avec le département dans le cadre du FSL. Donc, effectivement, on cherche aussi à faire signer d'autres fournisseurs d'énergie. On l'a fait avec Homme, Plume, mais c'est très compliqué. En dehors des 3 principaux fournisseurs d'énergie, c'est très difficile d'avoir un contact et de pouvoir signer une convention avec le FSL. Autre difficulté, hein, c'est le traitement des fichiers. Effectivement, ça prend beaucoup de temps. On a, voilà, on reçoit quasi quotidiennement plusieurs fichiers, donc ça prend du temps. Il faut les retraiter. Voilà. Donc ça, c'est une difficulté qu'on a soulignée déjà. Alors, plus problématique aussi, c'est les situations des fichiers qui ne sont pas toujours à jour. On a souvent des personnes décédées, des ménages qui n'ont plus de dette au moment où ils reçoivent le courrier, des adresses qui ne sont pas conformes ou des adresses d'entreprise, ça arrive aussi. Et puis, on a des usagers qui reviennent régulièrement dans les listes. Donc, tout ça, ça nécessite aussi, nous, des vérifications sur des listes qui sont parfois importantes. Donc, c'est aussi une perte de temps voilà, dans le traitement de ces listes. La difficulté, c'est aussi qu'on a des ménages qui ont des ressources qui sont supérieures au plafond de ressources, notamment du FSL. Hein. Donc, quand ils reçoivent un courrier, ils peuvent s'attendre à pouvoir peut-être prétendre à une aide financière, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, ça peut générer des frustrations et des appels, soit auprès de notre service central ou des territoires. Comme je l'ai dit, hein, toutes les UTAS ne jouent pas forcément le jeu. Donc, on a 3 UTAS qui font l'évaluation du dispositif et les autres, il y en a 6 en tout, hein, les autres qui ne le font pas encore. Donc, il faut qu'on arrive à convaincre tout le monde de bien s'impliquer dans ce dispositif. Et puis, alors, il y a aussi la difficulté en UTAS, c'est effectivement, alors, la volonté, c'est effectivement d'aller vers, mais ce n'est pas forcément une habitude voilà, qui était ancrée chez nous, qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne ne demande rien, l'idée, ce n'est pas forcément d'aller chercher du travail supplémentaire, sachant que les territoires, les travailleurs sociaux des départements sont les derniers, parmi les derniers services publics qui accueillent tout public, qui font du premier accueil social inconditionnel. Et donc là, c'est une charge supplémentaire de travail. Voilà. Et puis, on a parfois effectivement des
des ménages qui nous sollicitent pour obtenir une aide financière suite à ces courriers et qui parfois sont un peu déçus, voire un peu agressifs. Voilà, je crois que c'est fini. Caroline, je te laisse faire un petit complément. Oui, c'est qu'en fait, j'ai vu passer des messages dans les questions de fournisseurs qu'on appelle des entreprises locales de distribution. Donc, en fait, c'est les fournisseurs historiques sur 5% du territoire. Voilà. Donc, c'est les EDF, Engie locaux, on va dire, sur certains territoires. C'est des territoires où, en général, les autres fournisseurs ne proposent pas d'offres. Voilà. Et en fait, ces fournisseurs-là, on voit des messages en disant, nous, on envoie bien les listes aux services sociaux. Alors, effectivement, comme c'est des fournisseurs locaux, effectivement, ils ont voilà, eux, en général, ont plus de contacts avec sont plus en lien avec les services sociaux. Donc, effectivement, quand on parle voilà, que les fournisseurs n'envoient pas, on parle plutôt des fournisseurs nationaux, hein, pas de ces, voilà, pas des entreprises. Je confirme, chez nous, c'est notamment la SICAE, effectivement. Voilà, je voulais juste, voilà, comme j'ai vu passer plusieurs de messages, je voulais préciser ça. Et alors, je me permets, monsieur, je suis vraiment surprise que vous ne traitiez pas les fichiers de fournisseurs qui ne font pas de convention et qui ne vous financent pas. Juste pour information, hein, les fournisseurs qui signent des conventions et qui du coup vous donnent de l'argent, ils sont ensuite compensés par l'État, hein, donc en grande partie en fonction du nombre de clients électricité qu'ils ont. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que je suis un peu surprise et c'est la raison pour laquelle nous, le médiateur, on pense que le financement ne devrait pas transiter par les fournisseurs, mais aller directement de l'État au FSL. Ça éviterait que certains départements du coup refusent d'accorder des aides financières à des clients des autres fournisseurs, ce qui je trouve un peu anormal. Voilà, mais Caroline Keller, c'est très bien, lancer des débats. Il y a aussi ces questions de quels autres fournisseurs, comment les solliciter, comment les intégrer, et ça relève effectivement des souhaits ou de la volonté des départements, tout comme finalement le FSL, le montant du FSL qui relève des commissions départementales. Et donc effectivement, on voit bien que les ressources, le point là qui est évoqué, les ménages dont les ressources sont supérieures au plafond de ressources FSL, ce qui peut générer des frustrations, c'est tout à fait entendable. Mais effectivement, les ressources FSL sont locales, enfin sont départementales, puisqu'elles dépendent des règlements intérieurs. Donc, c'est des données qui sont sûrement complexes à standardiser dans un fichier, évidemment. En tout cas, c'était très, très intéressant. Merci beaucoup, Vincent Denimal. Je vois qu'il y a beaucoup d'interventions, donc c'est très, très bien. Et je vous remercie de tout mentionner pour que Lise-Marie puisse nous faire un retour. On prend donc volontairement un peu d'avance sur sur ce webinaire de façon à élargir ce temps d'échange. Mais avant de passer par ce temps d'échange, peut-être je vous propose qu'on aille au bout de ce webinaire et qu'on laisse la parole à Aurélien Breuil sur les suites qu'on a envisagées avec le rappel pour pouvoir poursuivre cet échange. Donc Aurélien, je te laisse la parole. Merci Isolde. Donc oui, effectivement, chaque année, le réseau Rappel propose un groupe de travail qui permet de mobiliser des acteurs, que ce soit des acteurs membres du réseau ou non, et donc les réunir autour d'une problématique spécifique pour mutualiser les compétences, des expériences et tenter de formuler des réponses précises. Et donc là, au vu de la réflexion collective qui est engagée à l'ONPE et du webinaire d'aujourd'hui, il nous semblait assez opportun d'aller plus loin et de pouvoir proposer un groupe de travail qui soit composé d'acteurs de terrain
donc principalement services sociaux et associations qui accompagnent les ménages. Donc on le voit sur la diapo suivante, on a fait un petit graphique voilà, avec la bulle orange de qui pourrait composer ce groupe de travail. Et donc groupe de travail qui porterait sur la manière de faire de ces listes un outil efficace de repérage et de prévention de la précarité énergétique. L'objectif en fait du groupe de travail, il est double, c'est à la fois de mieux définir les besoins des acteurs de terrain, sur les types de données, le format des fichiers, les modalités de transmission. Alors voilà, en sachant, hein, et vous l'avez vu, qu'on a déjà une bonne base de travail au vu des retours qui ont été faits aujourd'hui. L'idée étant de reprendre ça dans le cadre d'une réunion de réflexion. Enfin, après, c'est le groupe de travail qui décidera aussi des modalités de comment on va avancer, avec pour finalité de pouvoir faire remonter les besoins et des propositions au collectif ONPE, pour compléter le cas échéant une proposition de révision du décret de ses modalités d'application. Donc ça serait le premier objectif sur la partie besoins liés au fichier. Et un deuxième objectif du groupe de travail, c'est de pouvoir outiller les potentiels utilisateurs de ces fichiers, et en explorant notamment la manière dont ils sont utilisés aujourd'hui, voir ce qui marche moins bien, comment les informations des listes pourraient être transmises aux associations ou aux SLIM. Je vois qu'il y avait pas mal de questions sur le sujet, et j'ai vu aussi que certains le faisaient déjà. Et dans notre sondage, dans le sondage rappel, c'était un de ces objectifs, c'est aussi de commencer à identifier en première intention des retours d'expérience qui peuvent être ensuite approfondis dans le cadre du groupe de travail. Cette partie, donc, elle va donner lieu à une réalisation. Donc, le contenu, le format, ce sera à définir. On ne sait pas encore, vu que ce sera l'objet de la première réunion du groupe de travail. Ça peut être la constitution d'une boîte à outils pratique, de ressources, peut-être des courriers types envoyés aux ménages par les CCAS. Ça peut être des modèles de convention entre les services sociaux et les associations pour la mise à disposition des listes impayées, puisque ça, c'est déjà fait. On a déjà quelques personnes qui nous ont dit qu'elles étaient prêtes à pouvoir échanger sur le sujet. Un mini-guide méthodo, des représentations de retour d'expérience. Voilà, il y aura plusieurs possibilités, ce sera à construire. La finalité étant évidemment de diffuser largement ces travaux aux acteurs de terrain pour faire évoluer les pratiques et faire en sorte que ces listes puissent être utilisées et de la meilleure manière possible. En termes de modalités, donc aujourd'hui, on a profité du sondage pour identifier des volontaires pour ce groupe de travail. Donc on a aujourd'hui 23 volontaires qui se sont manifestés. Donc il y a eu un certain engouement. Hein, on en est ravis. Il se déroulera sur 1 mois et demi, entre avril et mai. La première réunion, donc pour ceux qui nous écoutent et qui sont volontaires pour ce groupe de travail, elle aura lieu le mercredi 10 avril à 14 h. Et donc l'idée va être, sur la base de tous les contenus qui ont déjà été récoltés, de pouvoir organiser ces contenus, définir ce qu'on va traiter, sous quelle forme et comment on va avancer. Il y aura 1 à 2 autres réunions pour avancer, et également un travail en parallèle de l'équipe du rappel, donc Anne-Valérie et moi-même, pour des recherches complémentaires, des interviews, de la rédaction. L'objectif, c'est de finaliser le livrable qui serait diffusé pour fin mai. Voilà. Donc pour conclure et avant de passer au temps d'échange, les perspectives donc suite à ce webinaire, en synthèse, donc c'est la diapo dans deux diapos suivantes. Voilà, donc fin mars, on mettra en ligne le replay du webinaire sur le site du rappel et il sera relayé par celui de l'ONPE. En avril-mai, on aura le groupe de travail du rappel. Au mois de juin, si tout se passe bien, on pourra diffuser les travaux du groupe de travail rappel sur le site du rappel, sur le site de l'ONPE, sur les listes de diffusion respectives. On n'exclut pas d'organiser un webinaire dédié pour présenter un webinaire rappel pour présenter les travaux. Et on fera également les retours au collectif ONPE dans le cadre d'un atelier de travail avec les partenaires dont les intervenants et intervenantes qui sont là aujourd'hui, pour voir quelles propositions de complément peuvent être faites pour le décret et faire remonter également les bonnes pratiques possibles pour les fournisseurs et les services sociaux. J'en ai fini. Merci beaucoup Aurélien. Vous voyez, on a beaucoup de chance à l'ONPE parce que vraiment on a toutes les parties prenantes de ce type de situation. Donc c'est vrai que c'est très riche et ça nous permet de bien travailler ensemble.
Mais on a aussi la chance de pouvoir vous associer à ces réflexions, enfin le plaisir en tout cas. Et donc, j'ai vu que vous étiez très très nombreux à poser un certain nombre de questions. Et je vais peut-être laisser la parole à Lise-Marie Dambrine, qui travaille donc à l'ONPE, qui a voilà, recensé vos questions, de nous faire part de ces questions et qui seront donc soumises aux parties prenantes ici présentes. En effet, merci pour vos questions. On va essayer d'y répondre de la manière la plus précise possible. Pour certaines qui sont vraiment très intéressantes, je pense qu'on pourra même proposer des réponses en postant la vidéo sur le site du rappel pour des questions qui sont revenues plusieurs fois. Pour les premières questions que j'adresse à Caroline Keller du MNE, et qui rebondit sur ce que tu as dit juste avant, est-ce que les informations qui sont transmises au CCAS concernent tous les consommateurs ou juste les consommateurs qui ont eu déjà un chèque énergie? Donc là, on est dans la partie légale du décret. À qui est concerné en fait? C'est vraiment ceux qui ont eu un impayé et soit qui sont bénéficiaires du chèque énergie, soit qui ont eu une aide FSL. Ça, c'est pour le premier fichier. Et en fait, en revanche, le deuxième fichier, ceux qui ont été coupés ou ont eu une réduction de puissance pendant au minimum de 5 jours, ça, c'est tous les consommateurs qui soient bénéficiaires du chèque énergie, qui aient eu une FSL ou non. Voilà. Et c'est effectivement parce que ceux-là, voilà, ils ont un vrai souci, parce que pour arriver à la coupure ou à la réduction, en général, voilà, qu'on a une dette et qui dure. Donc voilà, pour ces personnes-là, c'est tous bénéficiaires du chèque énergie ou non. D'accord, merci. Et c'est indiqué dans le décret également. C'est l'article 6. Tout à fait, dans l'article 6. On a donc sur le même sujet que sur lequel Vincent expliquait, on a Pascaline Brebant du CCAS d'Angien qui exprime que dans le 95, on ne peut pas faire une aide FSL énergie pour tous les fournisseurs car tous n'ont pas conventionné avec le département. Alors, Pascaline demande est-ce normal, mais moi je demande est-ce légal? C'est pas légal. Alors, les fournisseurs ont l'obligation de conventionner avec les départements. Et effectivement, voilà, à part les gros, la plupart ne le font pas. Mais pour moi, c'est illégal de conditionner une aide au fait qu'il y ait une convention. D'accord, c'est clair. Une autre question que donc j'ai agrégé différentes questions, donc on n'a pas une personne en particulier, mais est-ce que ces listes d'impayés, elles pourraient être envoyées à d'autres structures type PIMS, Slim et j'ai même un fournisseur EDSB qui indique qu'il envoie ses listes directement au FSL sans réponse. Et comment on pourrait rediriger ces réponses? Enfin, alors, le FSL, ça dépend du département. Donc, voilà, ça fait partie des services sociaux du département. Donc, voilà, ou de la métropole. Donc, là, c'est normal de l'envoyer. En revanche, retransmettre les fichiers à des associations, là, il y a le RGPD qui s'applique. Et donc, pour moi, voilà, ils prennent un risque à transmettre ces fichiers. Oui. Voilà, faut faire. Enfin, voilà, on peut pas. Voilà, c'est pas des fichiers qui peuvent circuler n'importe comment. Donc non, c'est pour les services sociaux. Alors peut-être pour compléter, puisque certains le font, c'est justement ça qu'on peut creuser aussi dans le cadre du groupe de travail, les conventions de mise à disposition, la question du RGPD, comment ça se passe. Donc voilà, on pourrait creuser ça aussi. Après, Clarisse Morvan. oui, pour NJ, en fait, il y a deux choses distinctes. Il y a ce qu'on fait dans le cadre du décret. Voilà, et là, je pense que ça a été expliqué, précisé avec Caroline Keller. Et puis, il y a tout ce qu'on fait à côté. Et à côté,
nous avons des conventions avec des partenaires de médiation, que ce soit des PIMS médiation, que ce soit des clubs FAS, que ce soit d'autres indépendants ou d'autres associations, et avec lesquelles nous travaillons et à qui nous confions des listes de clients qui sont en impayés, sous réserve qu'ils aient donné leur consentement, bien évidemment. Et là, on est vraiment sur le consentement de client. Hein. On n'est pas dans la même situation que si le client ne dit rien sous 8 jours, on transmet. Non, il faut le consentement du client. Et dans ce cas-là, explicite. Et dans ce cas-là, on confie ces listes à nos partenaires qui font des appels sortants vers nos clients pour trouver une solution. Alors, ça va être une solution, ça peut être un délai de paiement, ça peut être un recours aux aides. On a le portail NJ Solidarité qui aussi, sur lequel ils sont habilités et qui peuvent aussi les aider à trouver des solutions pour ces situations de nos clients. En fait, voilà, il y a des actions diverses hein, et c'est vrai que ce qu'on fait aussi dans le cadre de l'expérimentation aide budget avec la Direction générale du Trésor, ça sert aussi en parallèle en fait, hein, mais c'est toutes des actions qui sont faites en parallèle à ce qui est fait dans le cadre du décret impayé. Donc on fait déjà, et c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, on fait aussi beaucoup d'actions en amont. Alors si on dit, peut-être qu'on n'adresse pas effectivement beaucoup de fichiers, je l'entends, et certainement, hein, et là je ne vais sûrement pas dire le contraire, parce que ce qui est très bien dans ce groupe de travail qu'on mène depuis quelques mois déjà, c'est que en fait, ça nous a fait prendre conscience aussi, nous, que notre dispositif n'est pas complètement verrouillé. Hein, on a sûrement des trous dans la raquette et qu'il faut qu'on s'améliore. Le fait que, par exemple, si 2 mails non ouverts signifie pour nous une adresse incorrecte, il faut peut-être qu'on évolue aussi là-dessus. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on doit faire. Donc, je pense que ça, c'est très bien. Mais du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on fait quand même déjà en amont. Et je voudrais compléter aussi, Sabrina Bastard, une case sur l'élargissement de la transmission de ces fichiers. Alors, au-delà de l'aspect RGPD qui a été évoqué, ça amène la vraie question de la coordination locale, parce que du coup, qui s'occupe de qui? Puisque sur un territoire, on a plusieurs services sociaux et des associations. Et donc, voilà, vers qui on redirige, comment ça se passe, sinon on va avoir un chevauchement de l'accompagnement. Donc, il y a peut-être aussi cette question à prendre en considération sur le sujet. Alors, tout à l'heure, on parlait... je voudrais juste... Clarisse Morvan. Oui, je voulais juste... Alors, je pense que normalement, on a une correspondante solidarité qui doit être là. Alors, je ne la vois pas, mais Armel Hadji. Mais en tout cas, je voulais juste aussi évoquer des actions qui peuvent être menées. Alors, c'est notamment le cas dans le département de l'Oise avec Solia. Parce que justement, alors on mène des actions avec eux qui ne sont pas complètement dans le cadre de ce qui peut être fait, qui est fait aujourd'hui avec le décret des impayés, mais plutôt qui s'inscrit plutôt dans ce qu'on pourrait faire, puisqu'en fait, Solia va vers des clients qui sont des clients NJ pour l'occurrence, puisque c'est nous qui avons conventionné avec eux. Vers des clients qui habitent dans des endroits un peu isolés pour justement faire un accompagnement budgétaire et puis des ateliers éco-gestes sur la maîtrise de la consommation, parce qu'on voit souvent que c'est aussi une des failles, en fait, une des raisons des impayés, c'est qu'il y a une mauvaise consommation, enfin des usages qui ne sont pas forcément adaptés. Et ça aussi, après, c'est des départements qui aussi souhaitent que des actions préventives soient menées, et pas uniquement des actions curatives. Trouver une solution à l'impayé, c'est peut-être agir en amont de l'impayé, en fait, et éviter voilà, que ça n'arrive trop souvent. Donc voilà, plein de choses existent aujourd'hui, plein de choses sont faites, et c'est vrai qu'on peut toujours s'appuyer sur ces expériences-là pour conduire ces accompagnements préventifs. Merci Clarisse. Je vois qu'il y a encore beaucoup d'interventions. Lise-Marie, si tu veux poursuivre.
Donc là, j'ai des questions pour Sabrina Bastard de l'UNCAS, pardon. Est-ce qu'il existe une liste des CCAS aujourd'hui qui serait accessible pour des fournisseurs qui ont envie d'envoyer de manière d'envoyer ces listes? J'ai de l'autre côté un CCAS, toujours le CCAS d'Angers, qui explique que lui ne reçoit que les listes d'un seul fournisseur. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à un CCAS qui ne reçoit des listes d'un seul fournisseur pour que ce soit plus optimal en fait? Alors, Sabrina, je te laisse répondre. Ouais, alors c'est vrai que c'est un problème qu'on avait détecté et justement on travaille actuellement avec les fournisseurs d'énergie, notamment on avait engagé cette discussion avec Engie pour pouvoir en fait centraliser un document. Donc avec en tout cas ce qu'on pourrait fournir, c'est la liste de nos adhérents, donc plus de 4200 CCAS, avoir la liste de ces adhérents et avoir des listes génériques puisque les fournisseurs disposaient auparavant d'adresses nominatives et comme il y a beaucoup de turnover, forcément, les adresses ne sont plus valables. Donc, on avait justement réfléchi sur la question des adresses numériques, des adresses génériques, pardon. Et de pouvoir la mettre à disposition. Alors, effectivement, il y a une autre problématique, c'est que les fournisseurs, les principaux qui envoient leur liste ne sont pas toujours bien armés pour pouvoir les envoyer parce qu'il y a une problématique. Et puis aussi, de pouvoir inciter aussi les autres fournisseurs d'énergie qui n'ont pas accès à ces listes ou qui n'envoient pas pour X raisons, de pouvoir aussi, de cette manière-là, pouvoir les rassembler à la cause, je dirais. Caroline. Ouais. Alors, en complément, moi, c'est plutôt pour les CCAS. Les fournisseurs ont l'obligation d'avoir un correspondant précarité-solidarité. Donc, voilà, alors EDF et Engie, ils en ont plein au niveau local, mais la plupart des fournisseurs en ont qu'un au niveau national. Et nous, du coup, on essaye de tenir à jour une liste des correspondants à précarité, solidarité des fournisseurs. Donc, nous, on a cette liste chez le médiateur. Donc, si vous nous faites un mail ou si vous demandez un rappel là, cette liste, eh bien, on peut vous transférer la liste des correspondants précarité des fournisseurs. Ça permet sans doute au CCAS de prendre contact avec eux et de leur dire que vous souhaiteriez recevoir la liste des consommateurs en impayés. C'est la seule solution que je vois aujourd'hui. Et après, peut-être qu'effectivement, la liste de tous les CCAS pourrait être tenue à disposition des fournisseurs qui le demandent, mais il faudrait savoir à qui la demander. Après, c'est toujours pareil. C'est le point d'entrée. D'accord. Donc, vous avez la liste des correspondants solidarité de tous les fournisseurs d'énergie. Oui. De tous ceux qui nous ont donné cette information, parce qu'on avait fait une demande avec le ministère en charge de l'énergie, voilà, et du coup, voilà, on tient à jour cette liste, donc elle peut être faite au médiateur. Parfait, ça a été une bonne proposition, merci. Lise-Marie, il y a encore des réactions? Oui, j'ai encore des questions à la fois sur la forme que prennent les lettres envoyées et sur le fond. Donc d'abord sur la forme, quelques questions sur comment le client peut-il s'opposer à la transmission des données personnelles de manière très opérationnelle. En fait, il reçoit un courrier. Dans le courrier, alors bien évidemment, dans le courrier, c'est noté qu'il a 8 jours pour s'opposer. Donc en fait, il suffit qu'il nous appelle, par exemple, et comme ça, il s'oppose. Après, en fait, la difficulté, et je pense qu'elle est partagée, c'est que les clients, au bout d'un certain temps, souvent, eh bien, ils n'ouvrent plus leur courrier, malheureusement, c'est vrai. Ils se disent c'est encore un courrier de relance, on ne l'ouvre pas. Et donc, c'est ce qui explique aussi qu'il n'y ait pas de réponse, mais c'est pour ça, en fait, que c'est la solution qui a été retenue, parce qu'avant, on était dans le système inverse, en fait, c'est que
si le client ne répond pas, on considère que c'est acceptation. Avant, c'était l'inverse, il fallait que le client réponde. Et du coup, en fait, on transmettait moins de listes en fait au CCAS, etc. Donc on a choisi, enfin on a choisi, c'est pas nous d'ailleurs, il a été choisi dans le cadre du décret de modifier en fait et d'inverser ces possibilités-là. Mais voilà, après, oui, souvent les clients ils n'ouvrent pas leur courrier. S'ils sont en impayé et qu'ils voient que c'est une facture de leur fournisseur d'énergie, ben, ils n'ont pas forcément toujours envie de l'ouvrir, de peur d'y lire le contenu, quoi. Avec cette appréhension. Ok. D'accord. Et toujours sur la forme, j'ai eu on a plusieurs questions sur est-ce qu'au lieu d'envoyer 2 emails, on pourrait appeler les personnes qui sont sur ces listes et est-ce qu'il serait envisageable d'un courrier papier? Mais en fait, là, dans ce que je comprends, c'est déjà le cas, en fait. Le premier courrier, oui, on adresse des relances. Hein. Il y a des relances dès lors que le client n'a pas payé sa facture dans les délais. Il y a forcément une relance qui est partie. Après... et par téléphone? Oui, mais en fait, on ne peut pas, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'appeler non plus tous les clients. Et puis, la difficulté, c'est qu'un client, il ne répond pas forcément au téléphone. Alors que si on adresse un mail ou si on adresse un courrier, en fait, on sait que ça arrive. Tandis que quand on fait, et on le voit bien, hein, quand on fait nos appels sortants vers nos clients, parfois, il faut faire 3 tentatives d'appel avant d'avoir quelqu'un au téléphone. Donc, c'est vrai que voilà, l'efficacité de l'appel n'est pas toujours là non plus. Ok. Dans le contenu des lettres envoyées, j'ai Laurent Lebeau de l'association GEFOSAT qui demande s'il est possible de différencier dans le fichier transmis si la dette est liée à un montant élevé sur une seule facture ou alors c'est dû à un cumul d'impayés sur plusieurs mois. Je vais rappeler qu'effectivement, les informations que l'on envoie aux clients sont vraiment bien définies dans le décret. Donc, on se doit de respecter ces informations. Et effectivement, elles sont très limitées, comme on l'a vu. Hein. Et donc, il ne s'agit pas effectivement de donner d'autres informations qui ne seraient pas conformes à la réglementation. Oui. Après, alors, il y a toujours cette tendance, effectivement à vouloir avoir l'ensemble des informations parce qu'on veut, dans son travail, dans l'action qu'on va mener derrière, être plus précis. Mais attention, hein, voilà, ce sont des données sensibles, personnelles. On ne peut pas non plus ensuite, au-delà du décret, jouer un petit peu aux apprentis sorciers sur la diffusion d'informations sensibles. Hein. Je pense qu'il faut être assez prudent sur ces sujets-là. Oui, après, pour nous, NJ, les personnes qui reçoivent en fait les listings, alors, tout le monde ne le reçoit pas, hein, j'ai bien compris, mais en tout cas, celles qui le reçoivent, elles sont habilitées à notre portail Solidarité. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'en fait, via notre portail NJ Solidarité, elles ont les informations sur la dette du client et son antériorité. D'accord ? Elles ont toutes les informations et elles peuvent d'ailleurs faire beaucoup d'actions en self-care directement via le portail. Donc, directement avec nos conseillers Solidarité sans prendre même si elles ne les appellent pas, via le portail, elles peuvent rentrer en contact avec nos conseillers. Donc, voilà, elles ont quand même, via ce portail, toutes les informations sur la dette du client et sur la situation du client. D'accord, merci. Pardon, juste par rapport à ces données, ce que Caroline me disait en off, c'est effectivement autant l'email, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, autant le téléphone, peut-être c'est une donnée vraiment trop sensible, voilà, pour juste que les choses... Moi, je ne suis pas spécialiste RGPD, mais voilà, je ne suis pas sûre que... On n'est pas sûr que la personne qui décroche soit vraiment non plus la personne titulaire du contrat et qui soit en impayé, en fait. Voilà, donc ça fait partie des données qui semblent difficiles d'intégrer dans un décret. Ok, merci. Donc, Lise-Marie, je te laisse poursuivre. Oui. Là, j'ai une question pour Vincent de Nimal. Est-ce que parmi les 18% de suites qui ont été données à vos relances, est-ce que c'était déjà des ménages qui étaient connus de l'UTAS avant ce contact? Ou alors c'était, voilà, ces 18%, qui étaient ces personnes? Étaient-ils déjà connus de vos services?
Alors, il y a les deux cas, en fait, puisque là, ce qui est envoyé aux UTAS, c'est pour les dettes importantes, hein, ou les personnes qui sont en réduction de puissance. Et donc, effectivement, on a choisi de regarder si, effectivement, c'était déjà des personnes accompagnées. Et il y en a un certain nombre, oui. Alors, je n'ai pas le pourcentage en tête, mais il y a une quantité non négligeable de publics déjà accompagnés, effectivement. Ok, merci. Alors, il y a plusieurs questions dans le chat pour Caroline Keller au MNE. Je pense qu'on peut, sur vraiment la partie médiation, j'invite ces personnes à envoyer un mail à l'adresse qui a été mise dans le chat. Communication arobase- Non. Alors, communication, enfin, l'adresse que j'ai mise, hein, communication@energiemediateur.fr. Pardon, c'est pour la liste des correspondants solidarité. Voilà, c'est pour la correspondance. Très bien. Et sinon, on a fait il n'y a pas très longtemps une présentation du médiateur national de l'énergie avec le réseau Rappel. Je pense que c'est disponible sur le site de Rappel. Aurélien, c'est bien ça? Donc, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez une présentation de comment on peut vous aider quand il y a un litige avec le fournisseur. Et puis sinon, allez plutôt sur notre site energieinfo.fr, vous aurez des infos. Voilà. Mais envoyez pas un mail à communication. Enfin, sinon, on retransmettra. Hein, mais... Bon. Je répète, ne pas envoyer de mail sur le mail dans le chat, sinon ça va être débordant. Voilà, sur notre site Énergie Info, vous trouverez toutes les infos. Très bien. Et je mets dans le chat le lien vers le webinaire en question. Merci Aurélien, que ce soit bien précis. précis. Aurélien, merci. Justement, Aurélien, j'ai eu aussi, il y a également des questions sur le groupe de travail. Est-ce qu'il est toujours possible de rejoindre le groupe de travail? Tu l'as dit, mais peut-être c'est bien de le redire. Qui est concerné par ce groupe de travail? Alors, on est complet. On a déjà 23 volontaires. J'ai vu effectivement Lola de la ville de Paris. On garde quand même les coordonnées de la personne en question au cas où on aurait des désistements en cours de route. En tout cas, au moins pour les réunions du groupe de travail. Après, si elle a la relecture ou besoin de partager des informations, on peut élargir la communication à d'autres personnes. Et qui est concerné, on est sur un groupe de travail, donc services sociaux des collectivités et associations de terrain. Et la question portait sur, j'imagine, les consommateurs, enfin les particuliers. Savoir si c'était prévu qu'on les inclue, pas forcément. Par contre, si ça vient dans les discussions de la première réunion et qu'à un moment donné on se dit effectivement ça peut être intéressant d'aller demander l'avis de particuliers, on peut tout à fait, nous de notre côté, équipe Rappel, si un volontaire du groupe de travail identifie une personne avec qui on peut s'entretenir, on peut effectivement la consulter aussi, quoi. C'est possible, mais on n'inclut pas de particulier, on va dire, dans le groupe de travail, quoi. Voilà. Ok, merci Aurélien. On arrive à la fin des questions, sauf erreur de ma part, qui ont été principalement posées. On a une question, une main levée dans le chat. On ne pourra pas prendre les questions de... Oui, on a le temps, mais je pense qu'on va choisir aussi de pas... C'est compliqué si tout le monde lève la main. Et voilà, mais en tout cas, c'est Patrice... c'est le cas de Thierry. Pardon. Est-ce que vous levez la main pour une question? Ou c'est peut-être une erreur? On ne vous entend pas en tout cas, Thierry. Monsieur Leca. Des correspondants solidarité d'EDF, dit Nathalie. Est-ce que Thierry Leca souhaite prendre la parole? C'est donc sans doute une erreur, effectivement. Ok. Un support est-il téléchargeable suite à ce webinaire? Je pense que sous la houlette d'Isolde, effectivement, il y aura le support de disponible et le support vidéo surtout pour pouvoir revisionner nos échanges. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment de les poser. Sinon, je vois une question concernant le compteur Linky. Il me semble que cette question, elle ne nous concerne pas directement sur ces questions d'impayés, mais plutôt
dans le cadre d'un litige avec le MNE. Sauf si je me trompe, est-ce que non, non, c'est sur le chèque énergie et le compteur Linky, je crois que peut-être si l'une d'entre vous a une réponse, mais pour moi, Simplement pour dire effectivement que 100% des frais pour les clients bénéficiant du chèque énergie sont pris en charge. En revanche, on ne fait pas de réduction sur l'abonnement pendant la réduction de puissance. Ouais. ok. C'est la question. Très bien. Bah, moi, de mon côté, on a répondu aux principales questions. Je ne sais pas si l'une d'entre vous, que ce soit du côté fournisseur, que ce soit du côté CCS, a une précision à apporter sur un sujet. Non, ça devait être très clair. Oui, il y avait peut-être juste une précision effectivement qui avait été apportée par le correspondant Solidarité sur le fait que le département de l'Aisne aide bien tous les clients, y compris les clients dont les fournisseurs n'ont pas conventionné avec le FSL. Ça y est, Caroline est rassurée, nous aussi. Mais je crois que ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'exploitaient pas les fichiers, voilà, tout à fait. Les fichiers. Voilà. Après, ils n'ont aucune, effectivement, l'exploitation du fichier des clients en impayé, vous n'avez pas d'obligation de l'exploiter. Voilà. En revanche, ça existe. Certains départements avec lesquels les fournisseurs n'ont pas conventionné, ils n'instruisent pas de demande au Fonds de solidarité logement. Ça, c'est vrai. Mais pour le département de l'Aisne, aide les clients de n'importe quel fournisseur. Voilà. Oui, mais en tout cas, d'autres départements, là, il y en avait quelqu'un dans le 93, j'avais échangé avec certains départements qui le disaient, que c'était même écrit dans la convention. Dans la convention, et on avait déjà abordé le sujet dans le cadre de l'ONPE, et on avait effectivement dit... Oui, le règlement intérieur, il précise ça. Alors, excusez-moi, je me permets de prendre la parole. Je suis Amandine Marié, responsable précarité énergétique dans le 93, justement. Alors, en effet, ils ne passent pas par le FSE, mais en tout cas, ils ont des aides du fonds d'aide généraliste. On les dirige automatiquement pour qu'ils aient une aide quand même au département. Voilà. On est juste à préciser. Oui, c'est bien, merci. C'est bien qu'on a directement une réponse, c'est merveilleux. Alors, est-ce que Thierry Leca a encore la main levée ou c'est toujours une erreur D'accord. Alors, ouais, bonjour Thierry Leca. Non, c'est pas une erreur, c'est pas une erreur. Parfait. Alors, on vous laisse la parole. Voilà, d'accord. Bonjour d'abord à tout le monde. Moi, je voulais reparler sur le préventif que l'on peut faire sur les conseils départementaux. On en fait. Enfin, moi, je suis correspondant Solidarité EDF. Je travaille sur la Somme et sur l'Oise. Et on a à peu près la même action sur les deux départements maintenant, en collaboration avec le conseil départemental où on affecte une somme relativement intéressante. Avec Solia dans l'Oise pour faire des ateliers MDE, enfin pour faire du préventif avec donc le conseil départemental et nous. Alors on se partage un peu avec Solia, si vous voulez, le travail, quoi, je dirais. Moi j'en fais peu et eux en font beaucoup. Voilà, j'ai bu un peu de la manœuvre. Et dans la Somme, on fait à peu près la même chose aussi, avec, si vous voulez, de l'argent qui a été mis, qui est mis conjointement entre le FSL de la Somme et nous. Voilà. Et on aide et on intervient à la demande des associations avec lesquelles on travaille. Dans la Somme, on travaille avec une association qui travaille sur tout le département, ça s'appelle La Prémisse. Et ça fait des années et des années qu'on travaille avec eux. Et là, dans l'Oise, on a démarré il y a 2 ans, à la sortie si vous voulez, du Covid, quoi. Parce que les actions de prévention qu'on faisait avant, pendant les années Covid, elles ne se faisaient pas. On donnait des kits énergie qui étaient distribués aux gens. Donc pendant 2 ans, on a fait du stock de kits énergie qui n'était pas
qui sont restés stockés. Et, bon, il fallait bien se trouver une action autre que ce qu'on faisait précédemment, quoi, hein. Voilà. Alors, je voulais intervenir là-dessus parce que dans l'Oise, effectivement, il y a Engie qui travaille aussi avec Solia pour les mêmes actions, quoi. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui partent. On a traité toutes les questions. Merci beaucoup, Lise-Marie. Donc, effectivement, comme vous l'a annoncé Aurélien, et peut-être en guise de conclusion, je vous rappelle que nous vous tiendrons informés des suites de ce groupe de travail. Merci beaucoup d'ailleurs à Anne-Valérie et à Aurélien de nous proposer cette poursuite. C'est vrai que c'est très précieux que ce webinaire puisse déboucher sur un certain nombre de propositions. Merci infiniment à tous ceux qui ont contribué au succès de ce webinaire, puisque vous avez été 143 à vous y inscrire, plus nous 7, on est à 150 personnes qui ont été impliquées. C'est vraiment un sujet qui intéresse tout le monde. Donc un très grand merci pour votre participation. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le site du rappel ou sur celui de l'ONPE où vous aurez la suite de ce groupe de travail et de nos réflexions. Vous trouverez donc le support sur les deux sites et vous y verrez donc dans l'annexe un certain nombre de procédures qui ont été rapportées par les fournisseurs d'énergie. Merci à vous tous et toutes. Merci à toutes et celles qui sont là. Peut-être un dernier mot de Lucie Bonnet, chargée de communication, ou Lise-Marie Dambrine. Juste un dernier mot, c'est en fait une dernière question que je trouve intéressante et qui a été vraiment reposée plusieurs fois, même si on y a plus ou moins répondu, donc peut-être ça vaut le coup. Concernant des envois d'EDF, mais je pense qu'on peut parler de tous les fournisseurs, est-il envisagé de faire évoluer leur SI permettant au conseil départemental de transférer ces listings à une structure tierce sur une commune sans empêcher l'envoi au CCAS concerné? Donc on est toujours sur est-ce qu'on peut transmettre les listes à une structure tierce une fois qu'on les reçoit, et on est pour des questions RGPD, on ne peut pas. Voilà. Très bien, merci. Dans l'état du décret aujourd'hui, on ne peut pas. Après, si le décret évolue, oui, tout à fait. C'est clair. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci Sabrina, Aurélien, Anne-Valérie. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup à Vincent Denimal, encore une fois, pour son témoignage. Et merci à toutes celles qui sont présentes aujourd'hui à l'ADEME. À très bientôt et au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. Au revoir.